Ok, eh bien, je vous l'avais promis, la préparation de la Colt prend une nouvelle tournure. Comme annoncé dans la dernière vidéo, en fait, j'abandonne la préparation compresseur qui était installée sur la Colt. Ça a été beaucoup de travail, c'était intéressant, on a appris plein de choses, mon collègue et moi, lors de la préparation de cette voiture. Avec le système compresseur, on a cassé des pièces, on en a fait d'autres, on a modifié des choses. Enfin bref, c'était extrêmement intéressant, mais au final, ça n'a pas porté ses fruits. En fait, c'est extrêmement simple. Le compresseur que j'utilise, qui était le Eaton M45, qui est monté sur la Mini, comme vous le savez, en fait, n'a pas un rendement extrêmement folichon, c'est pas extraordinaire. Et sur un bloc 1,8 comme celui de la Mitsubishi, qui apparemment demande beaucoup d'air pour fonctionner, alors pour une raison que j'ignore, hein, c'est peut-être l'overlap des soupapes ou que sais-je. Bref, ce compresseur n'a jamais réussi à dépasser les 0,4, 0,45 bars de pression, ce qui est un peu décevant. Puisqu'en fait un peu partout on voit que sur les gens qui montent ce compresseur sur un 1,6 ou un 1,8 arrive à faire grimper jusqu'à quasiment 1 bar. Alors ce qui est étrange, c'est que malgré mes calculs théoriques, on aurait dû normalement atteindre 0,6, 0,7 bars sans trop de difficultés, et en fait on n'y est jamais arrivé. Pourtant les choses étaient bien faites, hein. On avait soigné la préparation. Et puis surtout, on avait utilisé deux compresseurs identiques différents. Enfin, j'entends, on a utilisé deux compresseurs l'un après l'autre, qui sont les mêmes modèles, et on retrouvait toujours les mêmes valeurs. Une des raisons pour lesquelles c'était pas non plus extrêmement bon, c'était l'intercooleur que j'utilisais, qui est quand même très restrictif. Donc il était très efficace au refroidissement, mais faisait une grosse perte de pression en pressure drop. Donc je pense que c'est aussi la raison pour laquelle en fait on avait cette pression de suralimentation qui était assez faible. Enfin bref, tout ça pour vous dire que le compresseur c'est terminé, on passe à une autre méthode de suralimentation pour la Colt. Maintenant on passe au turbo. Donc ça me trottait dans la tête depuis un petit bout de temps, et je m'étais dit si le compresseur me prend trop la tête et que ça devient compliqué, on passe au turbo. Voilà, alors j'ai opté pour un turbo chinois de chez Max Speeding Rods pour faire mes essais. J'ai pas envie de dépenser 2000 balles d'un coup là pour acheter un Garrett GT28 pour ensuite me rendre compte que ça joue pas ou que je galère avec, surtout pour ce que je fais de la Colt, hein. C'est de la course sur glace principalement, et puis un peu de piste. J'ai pas la prétention de tourner tous les week-ends avec. Donc bref, je commence par un Max Speeding Rods, qui est le GT28 71, qui est un clone du Garrett GT28. On verra ce que ça va donner. Il est bien dimensionné pour la voiture, pour le moteur. Il devrait m'offrir du boost à plus savoir qu'en faire, donc c'est très bien. Au début, on va se cantonner seulement à 0,6 bar, 0,7 bar maximum. Et quand je monterai le deuxième moteur, le deuxième bloc que je suis en train de faire, qui est forgé, là, on mettra des pressions de suralimentation qui seront beaucoup plus indécentes. Mais pour l'instant, on va rester sage à 0,6, 0,7 bar maximum, et ça irait bien comme ça. Alors, vous n'avez pas tout vu, mais en fait, j'avais fait une petite vidéo où j'expliquais un petit peu comment était fait le turbo, ce que j'avais prévu dessus, qui était intéressant, ce que je trouvais un peu mezzo, et ainsi de suite. Puis malheureusement, ma caméra a un petit peu pécloté. Du coup, la vidéo que j'ai faite était inexploitable, donc malheureusement, vous n'avez pas vu la phase préparatoire. C'est la raison pour laquelle, en fait, je vous fais cette vidéo maintenant. Vous voyez en fait les éléments quasiment terminés, en l'occurrence le turbo qui a été remonté, qui a été coté, qui a été porté, enfin bref il y a tout. On va voir ça dans la suite de la vidéo, dans quelques minutes. Mais tout ça pour vous dire qu'on commence un peu par la fin en vous montrant les éléments finis, et la suite de la vidéo va vous montrer en fait comment les étapes se sont déroulées. Voilà, et écoutez, j'espère que tout ça va vous plaire. Bon visionnage à tous. Alors la première étape pour le montage du turbo, c'était évidemment donc de trouver un collecteur qui puisse accueillir le turbo et qui se monte sur donc la visserie du 4G93. Alors je vous cache pas que ça a été une galère sans nom pour trouver la perle rare, puisqu'en fait il y a des millions de modèles disponibles sur le marché pour le 4G63 de l'Evo, évidemment, mais aussi toutes les autres versions des moteurs Mitsubishi un peu plus couillus ou autre chose, mais pour le 4G93, c'est quasiment impossible à trouver.
Pour ce faire, j'ai dû me débrouiller pour trouver un contact en Malaisie qui m'a donné une adresse pour trouver la perle rare, en l'occurrence un collecteur tout inox pour le KG93 qui se monte en plug and play sur la voiture. Alors, l'exemplaire que vous voyez ici, en fait, c'est pas comme je l'ai acheté, hein. Quand je l'ai acheté, évidemment, il était en inox brut, donc c'était comme ça, brillant. Il y avait une tubulure ici pour la wastegate externe qui était un peu plus longue, parce qu'évidemment, ce turbo était fait pour être monté avec une wastegate externe. Donc je l'ai raccourci et je l'ai obturé avec une plaque. Dans l'occurrence, j'ai soudé une platine et il y a une plaque qui vient se mettre devant pour l'obturer. Puisque de mon côté, je ne vais pas utiliser de wastegate externe, c'est un peu overkill pour mon projet. Je trouve ça un peu idiot d'ailleurs, sauf si vous soufflez des pressions de 3 ou 4 bars, je veux bien, mais sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et puis l'autre chose que j'ai dû modifier sur ce collecteur, c'est qu'en fait ici, il y avait un flange pour un turbo en fait TD04 Mitsubishi d'origine. Donc j'ai acheté en fait un flange T25 qui se monte sur les garrettes, que j'ai soudé à la place de l'ancien flange. Et puis bien sûr, on s'est occupé de bien polir et poncer l'intérieur et ratiboiser les soudures pour que tout soit bien lisse. Voilà, c'est les deux seules modifications que j'ai dû faire sur ce collecteur pour qu'il soit opérationnel sans problème. Évidemment, il a eu aussi beaucoup de travail ici là pour le port and polish avec la correspondance de la culasse. Donc j'ai fait en sorte que les ouvertures ici correspondent parfaitement avec celles dans la culasse, en rabotant à la fraise au carbure et en faisant un ponçage lisse pour que tout soit bien nickel. Évidemment, j'ai dû aussi charger en soudure pour qu'on puisse boucher les trous et éviter les effets d'escalier, hein, pour pas que les gaz soient chez nous en sortie. Mais vous le verrez plus loin dans la vidéo, dans la partie qui concerne le coating. Voilà, donc une fois que ce collecteur a été complètement préparé, évidemment je l'ai sablé intégralement, dégraissé et fait un coating intégral au Cerakote C186, je crois de mémoire, qui est le piston coat. Je vais mettre des photos dans la vidéo, vous verrez un peu à quoi ressemblait le collecteur au départ et les étapes de coating. Voilà, donc maintenant qu'on a le collecteur qui est prêt, eh bien passons à la suite. Alors étape suivante maintenant, donc c'est la downpipe. Alors avec la fraise au carbure, j'ai laissé toutes les soudures à l'intérieur pour bien faire disparaître toutes les accroches, les effets escaliers. Donc ça c'est la sortie du turbo. Les deux piquages pour la sonde GT et pour la sonde lambda large bande, et puis la connexion avec la tresse qui va jusqu'à la descente vers la ligne sous la voiture. Donc je viens de sabler la pièce. Donc avant le sablage, c'est brillant inox. Ensuite il y a ce côté un peu mat, satiné. C'est nécessaire pour le coating, puisqu'il faut que ça accroche bien pour que le coating puisse adhérer sur la pièce. Voilà, donc une bonne partie sablée. Avant de faire le coating, il faut que je soude la patte de fixation au bloc moteur pour pas que tout ça vibre et que ça reste quand même assez rigide. Une fois que cette patte sera soudée, je refais un petit sablage léger, je dégraisse à fond. Et ensuite, c'est coating de cette pièce, toujours au piston coat, donc la barrière thermique, pour empêcher justement la downpipe de trop irradier dans le moteur de la chaleur et garder chaleur et pression à l'intérieur. Allez, une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça se passe avec le changement du carter de bas moteur. Alors c'est plutôt facile, hein. Il y a une couronne de boulons tout autour, avec une clé de 10, ça vient tout seul. Le serrage n'est pas très important puisqu'il y a un joint en silicone qui fait l'étanchéité d'origine. Ok, donc on peut se dire, bon ben voilà, super, comme toutes les bagnoles, il y en a pour 5 minutes. Je démonte tous les boulons et puis c'est fait. Seulement voilà, la mienne c'est une 4 roues motrices. Et qu'est-ce qu'on a sous le carter? Eh ben on a la boîte de transfert qui est reliée à l'arbre de transmission. Donc eh bien, il faut enlever la boîte de transfert. Alors heureusement c'est assez simple, ils ont pensé à tout. Chez Mitsubishi vous avez 3 boulons ici qui sont en 17, alors c'est du gros, hein, c'est long comme ça.
Et ils sont bien serrés, donc c'est illusoire d'y aller avec une douille normale. Il faut prendre la clé à choc, un cardan, parce que celles qui sont ici et là-bas, elles sont inaccessibles. Celle-ci c'est facile, mais là-bas c'est pas simple. Donc il faut obligatoirement un cardan, une douille de 17 et une clé à choc, une déboulonneuse et canne à pêche. Si vous faites ça à la visseuse ou bien à la main, bah alors bon courage. Voilà, donc on se retrouve juste après, on descend la boîte de transfert, ça c'est rapide, ça pose pas de problème, et après on pourra enfin enlever ce carter et le remplacer par celui que j'ai fait avec le piquage à M10 pour le retour d'huile du turbo, refaire le joint en silicone et remettre la boîte de transfert. Voilà, retour au démontage. Donc la boîte de transfert est enlevée. Donc tout à l'heure je vous ai dit des bêtises, il n'y a pas 3 boulons à sortir mais il y en a 4. 1, 2, 3 et le 4e qui est là-haut et qui est bien chiant à enlever. Donc là encore, hein, sans clé à choc c'est illusoire. On voit bien ici la sortie de boîte qui se branche sur la boîte de transfert, le volant moteur et la sortie de cardan pour la roue avant gauche. Et tout le système de suspension à l'arrière ici. Comme on peut voir là, le cil en bloc, le jour où il faut le changer, celui-ci, et bien good luck. Voilà. Ça, on le fait une fois à vie et après on n'y touche plus. Voilà. Le cardan, l'arbre transmission est ici. Maintenant, il faut finir de sortir tous les petits boulons pour descendre le carter d'huile. Voilà, donc en fait, pour le carter avec le retour d'huile, ma caméra n'a pas fonctionné, bref, donc j'ai pas de vidéo, elle n'est pas exploitable, donc je vous fais un petit commentaire avec les photos. Comme ça vous verrez que c'est assez simple en fait, hein. Comme vous avez vu sur la séquence juste avant, l'idée c'était donc de retirer le carter bas moteur. Donc là sur la photo vous pouvez le voir, en plutôt mauvais état, hein, bien rouillé, bien attaqué, donc je l'ai bien nettoyé en même temps. Un bon coup d'anti-rouille. Ensuite, il a fallu donc installer le retour d'huile du turbo, donc avec un raccord AN10. L'idée, c'est d'avoir une grosse section pour que l'huile qui coule du turbo, donc sans pression, s'écoule par gravité dans le carter d'huile, sans qu'il y ait de contrainte ni de perte de freinage ou de ralentissement du flux. Donc un gros raccord AN10 qui traverse la paroi. Voilà, et puis en fait à l'arrière vous pouvez voir ça tient avec donc deux écrous qui sont boulonnés. Et bien évidemment, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'ai boulonné tout ça, j'ai soudé les écrous, comme ça ne bouge pas. Ça évite de faire tomber l'écrou dans le carter le jour où vous voulez changer le raccord à N10. Faut penser un petit peu à tout en avance. Donc voilà, donc ça s'est plutôt bien passé, le raccord est posé. Trouver l'endroit n'a pas été simple parce qu'en fait, comme vous avez vu sur les photos précédentes, l'entier du carter d'huile du 4G93 est cloisonné avec des baffles pour éviter que l'huile donc déjauge. Et il a fallu trouver juste l'endroit où il n'y avait pas justement de cloisonnage, et c'est cet endroit-là. Donc il n'y a pas réellement le choix, hein. Faut faire avec. Donc voilà, le raccord est monté, le montage à blanc. Vous pouvez voir sur la photo d'ailleurs une partie du baffling à l'intérieur avec les tôles qui permettent donc de ralentir les mouvements de balancier de l'huile dans les virages pour éviter le déjaugeage. Le raccord est nickel, il est bien sous le turbo, il y a une légère pente, donc tout va bien, je suis content et ça évitera bien des problèmes. Voilà. Et puis enfin, le flexible qui passe à quelques centimètres de la downpipe, donc pas de danger que ça prenne feu ou je ne sais quoi. De toute façon, j'ai rajouté par-dessus une gaine thermique, donc une enveloppe qui résiste à plus de 1100 degrés, qui entoure la gaine AN10. Comme ça, même s'il y a contact, il n'y a pas le feu. Alors, j'ai défait donc la coquille du turbo, la partie échappement avec la turbine, l'escargot en fait. Donc, les gaz d'échappement arrivent ici, tournent dans l'escargot magique, entraînent la turbine, ressortent ici et sont évacués ici vers la downpipe. Quand la pression de surélémentation est atteinte, la wastegate qui est branchée sur la pression, tarée à une pression bien spécifique, ouvre le clapet qui est là, alors pas autant que ça, hein. Elle ouvre juste comme ça, et cette fuite permet de faire descendre la pression de suralimentation.
Maintenant vous savez comment la pression est régulée par la wastegate d'origine. Alors le but de cette vidéo, c'est pas de vous raconter ma vie, c'est de vous dire comment fonctionne un turbo, c'est juste pour introduire le sujet. En fait, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais optimiser la partie casting. Donc le casting, c'est en fait c'est en français c'est la fonderie, la pièce de fonderie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord agrandir le trou de la wastegate, qui est un peu petit. Sur les turbos chinois de chez Max Building Rods ou bien les turbos chinois en général, il y a souvent des cas de boost grip. Le boost grip, c'est quand l'ouverture en fait ici n'est pas assez grande, et même si la wastegate s'ouvre, l'ouverture ne permet pas au gaz de descendre assez rapidement. Du coup, votre turbo continue à monter en pression de façon erratique, ce qu'on appelle le boost grip. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir un petit peu ici, je vais casser le biseau pour que les gaz aient un comportement beaucoup plus fluide en sortie, donc ça améliorera grandement les choses et ça évitera le boost grip. Ce qu'il faut bien éviter de faire avec ce genre de turbo, c'est d'agrandir le trou de façon symétrique, c'est-à-dire faire un trou beaucoup plus grand, de façon complètement proportionnelle. Le danger, c'est quand le flap s'ouvre, il se bloque dans le trou qui est plus grand ici, et il reste bloqué. Donc ce qu'il faut faire, il faut agrandir le trou, faire un peu comme un ovale, ici, vous voyez, et pas aller derrière. C'est pas très joli, mais au moins c'est efficace. Évidemment, l'autre partie, c'est d'éliminer tout ce qui est en relief. Donc ça, par exemple, vous voyez, qu'on voit bien, ainsi que la partie qui est ici. Là, on a aussi du résidu de moulage. Donc ça, on va enlever. Avec une bonne fraise au carbure, ça va partir. Et je vais aussi casser l'angle ici légèrement pour faire un léger arrondi. Et puis, si vous regardez bien, ici au crayon gris, et ici, j'ai marqué la limite du joint métal qui referme la downpipe. Donc en fait, ça veut dire que ça, il faut aussi que je le rabote pour que la jonction avec la downpipe et le joint soit parfait et qu'il n'y ait pas de cassure. Évidemment, ici on ne touche pas, puisque c'est usiné, d'usine, ce qu'elle veut dire. Et puis de l'autre côté, je ne touche pas non plus, je fais rien. J'ai vu des forums américains et des préparateurs américains qui attaquent ici, à l'intérieur, et qui disent que justement c'est ici où il y a le plus de gains possible, puisqu'en fait c'est là où les flux ont le plus de problèmes pour passer. Donc certains font un travail ici, mais moi j'ai pas d'expérience dans le domaine, donc je vais pas m'y amuser. Voilà. Sinon, ici j'ai fait une petite marque à la Dremel. Comme ça, quand je remonte mon turbo, je me suis bien cassé la tête à faire un clocking pour qu'il soit orienté correctement entre l'entrée et la sortie, la wastegate derrière, enfin tout le cirque. Donc pour pas que j'ai à nouveau à me recasser la tête au remontage, j'ai fait une ligne horizontale sur les trois éléments du turbo. Donc l'escargot, la coquille au milieu, et puis la capsule au milieu, et enfin la turbine de compresseur. J'ai fait un trait horizontal, 3 petits segments. Comme ça, une fois que j'aurai poncé le tout et fait mon coating, le trait apparaîtra et je saurai exactement comment remonter le turbo pour le mettre dans sa position où j'avais prédéfini. Voilà, je crois que c'est tout. Pour la dernière chose à faire, évidemment, c'est l'entrée. Donc là, vous pouvez voir, on voit les marques en fait du joint. Donc, vous pouvez le voir, le moulage, il n'est pas parfait, hein. Il y a une grosse perte au niveau de l'entrée des gaz d'échappement. Donc là pareil, je vais raboter à la fraise au carbure pour pouvoir justement agrandir le trou et que ça matche directement avec le joint et ma tubulure du collecteur. Voilà. Et enfin, dernière chose, je vais poncer l'intérieur ici avec des billes à poncer rotatives pour que justement quand les gaz rentreront ici, ils n'aient pas accès à une surface rugueuse, mais que ça soit le plus lisse possible. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. L'étape finale, ce sera un bon sablage pour vraiment bien décaper le tout. Et puis un coating au Cerakote Piston Coat qui est un écran thermique pour que le turbo reste bien chaud tout le temps et qu'il y ait le moins de chaleur possible qui soit véhiculée dans la baie moteur et que tout ça reste bien à l'intérieur pour que les gaz aient la vitesse la plus importante.
Voilà. Alors on se retrouve après, une fois que j'aurai attaqué tout ça à la mèche carbure. On se retrouve alors après le travail sur la turbine du compresseur. Alors déjà première chose, eh bien, les conduits là ont été franchement bien élargis. Donc ça permet d'avoir un matching avec le joint qui est un peu meilleur. Alors comme vous pouvez le voir, c'est pas encore parfait. J'ai mis en bleu les petites zones qu'il faut que je retouche. Mais ça permet déjà d'avoir une bonne idée. Donc déjà une ouverture un poil plus grande, voilà, avec plus d'effet d'escalier. Et puis j'ai également bien raboté l'intérieur et poncé l'intérieur grossièrement, enfin pour l'instant grossièrement, pour enlever toutes les aspérités et les marques de fonderie. Donc c'est déjà bien lisse au doigt. On sent plus d'aspérité, sauf seulement à quelques endroits par-ci par-là, mais ça va disparaître avec un deuxième passage. Ok, pour la partie donc Westgate, alors comme je vous l'ai dit, j'ai éliminé toutes les petites marques qu'il y avait à gauche et à droite, donc les marques de fonderie qui étaient ici, l'effet d'escalier ici, je sais pas si, voilà. Donc maintenant en fait, quand le flap s'ouvre, on n'a plus l'effet d'escalier qu'on avait avant. Alors c'est encore rugueux, mais je vais passer un coup de fraise et de meule pour enlever les rugosités. C'est déjà mieux. Et j'ai aussi agrandi les passages de chaque côté du flap pour que quand le clapet s'ouvre, ça sorte un peu mieux. Alors je vais essayer de pas trop bouger, voilà. Et puis au niveau du flap, alors comme vous pouvez voir, le trou maintenant n'est plus rond, il est légèrement ovale. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai agrandi à droite et j'ai agrandi le biseau intérieur à gauche. Comme ça, le clapet ne risque pas de se bloquer. Et puis en même temps, l'évacuation est un peu plus importante que la normale. Ouais, alors je sais, c'est pas beau en faisant ça, mais ça a l'avantage de mieux fonctionner. Voilà. Au niveau du clapet, j'ai aussi fait un rodage ici de la portée. Maintenant c'est bien brillant et ça ferme bien. Donc j'imagine que ça améliore quand même bien l'étanchéité. Ça serait dommage d'avoir un clapet qui fermé en fait soit pas vraiment étanche. Donc tant qu'à faire, autant bien travailler sur les portées pour que ça soit bien fait. Voilà, j'ai aussi cassé un peu le biseau ici, histoire que les gaz puissent passer de façon beaucoup plus fluide. Mais j'ai pas trop attaqué, c'est pas l'idée. L'idée c'est plutôt maintenant d'enlever ces aspérités qui sont là tout autour pour que la surface soit bien lisse avant de faire le coating. Voilà, et ça commence gentiment à prendre forme. On se voit pour la suite. Nous voici donc à l'étape du remontage du turbo. Alors, comme vous pouvez le voir, le coating c'est fait. Donc pour la partie turbine échappement, c'est un coating C186 de chez Cerakote qui est le coating piston coat. Donc en fait c'est un coating qui permet d'isoler thermiquement les pièces jusqu'à un peu plus de 1000 degrés. Donc c'est largement suffisant pour le turbo. L'avantage c'est que ça permettra de garder la chaleur à l'intérieur, donc la pression, et ainsi d'évacuer plus rapidement les gaz chauds pour faire tourner l'escargot magique plus vite. Au chapitre des modifs, j'ai aussi donc agrandi le trou de la Westgate interne. Donc j'ai fait un trou qui n'est pas parallèle, comme expliqué, pour pas que le petit flap reste bloqué. Donc on verra si c'est suffisant. C'est un trou qui est assez conséquent. J'ai bien chanfreiné les bords pour que les gaz puissent passer facilement. Et j'ai aussi fait donc un ponçage et un polissage des portées pour que ça soit bien lisse. Évidemment, la soupape de Westgate a du piston coat, histoire qu'elle chauffe pas trop. Bon, j'ai un peu merdé ici parce qu'évidemment elle était comme ça quand j'ai sprayé. Et forcément, là il n'y en a pas. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Voilà, ça rend plutôt bien. Le turbo est bien lisse, le coating est parfait, je suis assez content. Pour la partie compresseur, donc là c'est un peu spécial. J'ai aussi fait un coating, comme vous pouvez le voir. J'ai chanfreiné l'entrée du turbo.
Enlever aussi toutes les bavures à l'intérieur, tout est bavuré pour que ce soit bien lisse. J'ai aussi chanfreiné la sortie ici pour éviter l'effet escalier. Et là j'ai fait 2 coatings. Alors extérieurement, c'est le coating de chez Cerakote qui s'appelle le Heat Transfer. En fait, c'est un coating qui permet d'améliorer l'échange thermique jusqu'à plus de 15%. Ça veut dire qu'en fait, la chaleur devrait être évacuée plus rapidement du turbo que d'habitude. Donc le turbo en fait va radier plus de chaleur autour de lui, va rayonner plus de chaleur. Mais l'intérêt, c'est que la chaleur qui partira du turbo, on la retrouvera pas plus loin dans l'intercooleur et dans le moteur. Enfin, du moins, c'est l'idée. Pour l'intérieur, c'est un peu différent. À l'intérieur, j'ai fait un coating au C186 Piston Coat, donc le même que pour la turbine échappement. J'ai fait ce coating à l'intérieur parce que l'avantage, il a un effet autolissant qui est assez impressionnant. Donc en fait, ça permet de bien lisser en fait le conduit interne et également aussi d'isoler thermiquement le matériau de l'air chaud comprimé. Donc on a d'un côté un coating qui fait écran de chaleur et de l'autre côté un coating qui justement rayonne plus la chaleur. On verra ce que ça va donner. La cartouche est prête, j'ai monté les raccords. Et puis au niveau des petites modifications à faire, alors j'ai dû modifier le support de wastegate parce qu'évidemment ça jouait plus, j'ai dû changer l'orientation du turbo pour que les tubulures passent bien dans le moteur. Donc la wastegate, le support, il a fallu le modifier, mais ça va, c'est assez simple. Et en même temps, je lui ai mis un coup de heat transfer, donc pour que justement elle aussi rayonne la chaleur plus facilement et protège ainsi un petit peu la capsule de la wastegate. Les boulons ont aussi également été cotés, donc avec respectivement le piston coat et le heat transfer pour la partie turbine échappement et turbine compresseur. Les clamps aussi qui ont leur coating, on voit bien la différence de couleur. Faites pas attention aux coulures sur les clamps, j'ai fait ça un peu à l'arrache, mais je m'en fiche un peu, hein, voilà, c'est des clamps, faut pas non plus déconner. Et puis c'était mes premiers essais de sprayage en piston coat, en Cerakote, alors c'est un peu mezzo. Maintenant je maîtrise un peu mieux le truc. Voilà, donc maintenant eh bien, on va remonter tout ça.
Voilà, le turbo est remonté. Maintenant je vais installer la wastegate. Alors la capsule de la wastegate, c'est la capsule d'origine, hein. Je sais pas du tout ce que ça vaut. J'espère que c'est pas trop de la M. On verra ce que ça va donner. J'ai mesuré la distance ici pour pas me tromper quand j'ai dévissé l'écrou qui bloque. Voilà. Voilà. Ok, donc j'ai posé le collecteur. Voilà, j'ai mis en place le turbo, monté à blanc, juste avec 2 boulons pour le faire tenir. J'ai raccordé la sortie d'huile. Tout est ok. Très bien. Maintenant, il faut installer la durite d'alimentation en huile qui arrive ici. Et je vais prendre l'huile ici sur le filtre à huile déporté. Alors je donne une astuce, moi le raccord sera fait donc avec de la N4. Quand je coupe ma durite pour faire les raccords AN, les raccords H, ce que je fais c'est qu'ensuite je prends un peu d'acétone avec un Q-tip et puis je passe un bon coup d'air comprimé d'abord dans le tuyau pour faire sortir toute la poussière qui est dedans. Je mets vraiment 6-8 bars de pression et j'envoie un grand coup pour enlever le plus gros. Et ensuite, avec un Q-tips et de l'acétone, je nettoie gentiment depuis l'intérieur vers l'extérieur pour faire sortir toute la crasse qu'il y a à l'intérieur. Comme ça, je sais que mon raccord AN il est parfait. Une fois que j'ai fait ça, je remets un coup d'air comprimé pour vraiment tout faire ressortir et ensuite seulement, je monte mon raccord AN. Voilà, donc alimentation en huile de turbo, depuis donc le filtre à huile déportée, la sortie, tout en AN4, pas de restricteur évidemment puisque c'est pas un turbo à roulement à billes, donc flux direct et ça passe nickel. Bon, ça passe fin mais ça passe partout, c'est le plus important. Alors suite de l'installation, donc je viens de poser les 2 durites d'alimentation et de sortie en eau pour le turbo. Donc l'arrivée d'eau arrive ici via le raccord AN6 qui est derrière. J'ai mis une durite noire gainé nylon pour les reconnaître par rapport au circuit d'huile. Donc celle-ci va directement à la culasse du moteur à la sortie d'eau. J'ai utilisé en fait la sortie d'eau qui à la base servait à réchauffer
le papillon de gaz du moteur. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait ça ne servait pas à grand chose, ça ne servait à rien, il n'y avait absolument aucune différence, donc j'ai condamné ce réchauffeur papillon de gaz. Donc le bon point, c'est que je me retrouve avec une entrée et une sortie. Alors la sortie d'eau, en fait ce qui est intéressant, c'est qu'elle est avant la vanne thermostatique. Donc c'est directement l'eau qui sort de la culasse dès les premiers tours du moteur. Et puis ensuite l'eau est rejetée après la vanne thermostatique. Donc ça permet de tout mettre en eau assez facilement et assez rapidement. Donc ça c'est un bon point. Voilà, donc l'arrivée d'eau arrive ici, la sortie ici, toujours avec un raccord à N6, coudé à 45 degrés, et qui repart direction, cette fois, donc comme je l'ai dit avant, la culasse pour réinjecter l'eau dans le circuit. Voilà, donc ça se présente plutôt bien. Ces deux tuyaux qui sont là, je vais ensuite les couper ici, et je vais installer, enfin non, pas un, mais pas les deux, mais seulement un. Je vais installer une pompe de circulation que je pourrais mettre en route à volonté, surtout quand j'ai coupé le moteur, pour pouvoir continuer à faire circuler l'eau dans le turbo, pour éviter que l'huile souffle trop. Voilà, et ben ça prend gentiment forme. Maintenant que tous les circuits hydrauliques sont branchés, je vais installer la downpipe et puis la partie échappement pour commencer à faire les repérages. Ah, j'ai failli oublier de vous montrer le branchement de la pompe à eau, puisque je viens de le terminer. Donc une pompe à eau montée sur les Volkswagen Audi, pompe à eau Bosch. J'ai modifié l'entrée et la sortie avec des raccords AN6, comme ça je peux défaire et refaire et rebrancher les raccords si besoin. J'ai même dans la voiture un raccord mal-mal, comme ça si jamais la pompe à eau tombe en rade ou je dois, je sais pas, m'en débarrasser, je peux reconnecter entre les deux durites très rapidement. Voilà, et évidemment connexion électrique avec un pilotage forcé au tableau de bord. Voici donc l'évolution des choses. Donc là on a les éléments de la downpipe de turbo qui sont terminés. La couleur vous voyez en fait c'est parce que c'est sablé en l'inox évidemment, quand c'est poli ça ressemble à ça, c'est tout beau, tout joli. Mais moi ça m'intéresse pas, je m'en fous un peu parce que de toute façon tout ça va être coté. Donc tout est passé à la sableuse. Avant de faire le coating extérieur, j'ai fait une préparation un peu originale, c'est que j'ai sablé l'intérieur, j'ai bien poli tous les conduits et sablé correctement pour faire un coating interne. Alors je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais en fait l'intérieur maintenant est coaté au piston coat de chez Cerakote, donc c'est le revêtement très haute température qui résiste à plus de 1000 degrés. Et Cerakote propose parfois, annonce que le coating des pièces extérieures est très bien, ça permet de garder une bonne température des gaz, donc une bonne vélocité, mais c'est toujours un petit plus aussi de faire un coating intérieur. Alors c'est ce que j'ai fait, j'avais les pièces sous la main, donc c'est fait, j'ai coaté l'ensemble de l'intérieur des pièces au Cerakote, et ça permet d'offrir justement ce côté très lisse de la surface. Voilà, alors on arrive à une bonne partie de la préparation, quasiment tous les éléments sont prêts, j'ai fini les copes d'alimentation en air frais avec le ventilateur pour l'intercooleur, la partie avant de l'échappement est terminée aussi, j'ai plus qu'à faire le coating, et puis cette semaine il faut que je m'attaque à la partie arrière, donc avec le silencieux terminal de la ligne. Ensuite le circuit d'air, et ensuite le circuit d'eau. Alors c'est beaucoup de travail, hein, on s'imagine qu'on fait ça un week-end, quand on regarde les émissions de télévision ou les chaînes YouTube, mais non, c'est beaucoup de travail parce qu'il faut monter, ajuster, souder, pointer, redémonter, refaire, remonter, redémonter, enfin remonter et redémonter 3 fois. 3 fois c'est gentil, hein. Certaines pièces c'est plus de 10 fois, donc voilà, mais c'est le prix à payer pour que les ajustements soient faits correctement et qu'on n'ait pas de problème par la suite. C'est le prix de la fiabilité en fait, tout simplement. La downpipe là ici donc pareil, j'ai fait le support pour la fixation sur le bloc moteur, comme ça la tresse fonctionnera sans trop de contraintes et ça permettra d'avoir un bon appui. J'ai tout monté en V-band comme ça, hein. Donc l'avantage c'est que ces V-bands sont très bien, elles sont avec un épaulement à l'intérieur,
Donc ça permet d'avoir une bonne étanchéité, et surtout c'est beaucoup plus simple pour monter la laine d'échappement et la démonter. Une astuce que je vous donne, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé au Cerakote également les V-bandes à l'intérieur. Parce que le problème des V-bandes, c'est que c'est bien sympa, mais avec les températures, ça finit par coller. Je dis pas souder, hein, mais coller. Et parfois, on se fait un peu chier à les démonter. Donc, c'est un petit peu énervant. Alors que là, avec le Cerakote, l'avantage, c'est que vous avez un bon traitement de surface qui est anti-adhésif. Et ça permet de démonter et remonter le V-band facilement. Voilà, ça c'était la première partie. Aujourd'hui, on va s'attaquer au montage de la cheminée de l'écope. Et également aussi au circulaire. Voilà, à tout à l'heure. Alors, dernière séquence de cette vidéo aujourd'hui sur cette préparation. Donc, aujourd'hui il fait un temps dégueulasse, il pleut, donc à l'abri c'est pas si mal pour travailler. Je vous fais une dernière vidéo, une dernière séquence pour vous montrer un petit peu comment les choses ont évolué. Donc la préparation est presque terminée, il manque juste simplement le radiateur à mettre devant et à connecter au moteur. Je devrais le recevoir normalement demain, donc avec un peu de chance pour la fin de la semaine il est monté, mais voilà. Donc c'est un gros boulot hein, pour tout mettre en place. L'intercouleur est posé, les manchons sont posés, la blow-off est posée aussi, l'admission aussi. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est sablé, donc il y aura un coating ensuite. Pour l'instant, c'est une sorte de montage à blanc pour pouvoir démarrer le moteur et voir comment tout ça réagit. Filtre à air conique, la pompe à eau, le circuit de dépression, avec les retours à l'admission, de la ventilation du cache-culasse à l'avant et à l'arrière. Normalement, cette dépression ici en fait est reliée au collecteur. Ça fait que le collecteur aspire toujours de l'huile avec l'air présent dans le cache-culasse. Donc dans mon cas de figure, j'ai mis des durites et il y aura 2 catch-cans que je vais installer, un à droite et puis un devant ici pour enlever l'huile des 2 sorties du cache-culasse. Un montage à N6, ça suffit. Hein. Si je monte à 2 barres de pression, on mettrait de la N8 peut-être, mais pour l'instant ça va très bien. L'intercouleur, le fitment, il est parfait. Je suis très content, ça bouge pas, c'est nickel. Là par contre j'ai dû batailler puisqu'en fait le coude est un petit peu compliqué, donc j'ai dû prendre un manchon ici, le coupler avec un tube alu à l'intérieur et ensuite un coude, parce qu'il n'y a pas de, j'ai pas trouvé de coude qui ait cette longueur suffisante. Il faut que je cherche encore, mais pour être franc j'ai pas trop cherché. Voilà, les sondes sont posées, la bague jaune c'est la prise d'air température sortie intercouleur pour le pilotage du ventilateur, celle à côté c'est le retour d'information pour les Q. Voilà, devant l'intercouleur on a aussi la température d'entrée intercouleur, la blow-off, la turbo smart qui est reliée bien sûr à la dépression après le papillon de gaz, le tube de 25 qui recrache la blow-off dans l'admission. J'ai mis aussi une gaine thermique pour protéger, alors normalement le collecteur a été coté, donc il ne devrait pas être trop chaud en rayonnement, mais dans le doute, j'ai mis ça, c'est pas si mal. Le turbo est posé, j'ai plus qu'à brancher la sonde lambda large bande et la sonde GT. Le circuit d'huile est fait, j'ai amorcé l'huile du turbo, j'ai mis 100 ml d'huile en tournant légèrement l'hélice du turbo à la main pour que tout se passe bien. J'ai pas senti de frottement ni quoi que ce soit, donc tout est nickel. Le filtre à air c'est bon aussi, il est assez gros et il touche pas sous le capot, donc ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, les coilovers, les com plugs ont été rebranchés, j'ai mis la plaque que j'ai fait le coating aussi. Voilà, il n'y a plus qu'à installer le radiateur, donc j'ai déjà mis la barre de vent de renfort qui va servir de support je pense, et dès que le radiateur est là, eh bien je m'attelle dessus. Voilà, donc tout ça, ça sera pour une prochaine vidéo, comme ça vous avez déjà un peu de matière à vous mettre sous la dent, et puis attendre le prochain épisode. Voilà, j'espère que tout ça vous plaît, je fais au mieux, c'est pas si mal, c'est un peu lent, mais voilà, je prends mon temps, et je fais en sorte que les choses se passent bien. Donc c'est la raison pour laquelle c'est un petit peu mou, mais sinon, voilà, ça prend gentiment forme. A bientôt, ciao ciao.